Aja. Alexandre, évidemment, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de Crawl, qui sortira aux États-Unis le 12 juillet et en France, ici même, le 24 juillet. Mais pour vous, c'était ici, ce soir. Alors, avant toute chose, Alexandre, vous qui êtes quand même un maître du film de genre et qui aimez aussi jouer avec ses codes, j'aimerais juste savoir comment vous-même, vous décririez, vous appelleriez Crawl. Au départ, l'idée c'était de revenir à un vrai film de peur, de suspense, de tension, et de revenir à quelque chose de plus proche de haute tension, justement, de La colline des yeux, et de retrouver un petit peu ce plaisir-là, et de revenir à quelque chose qui était moins multigenre et plus simple, et finalement, j'ai pas pu m'empêcher de déraper dans du multigenre, parce que c'est vrai que Crawl, j'ai l'impression que c'est un petit peu un film catastrophe, un film de invasion. C'est un film de monstre aussi, même si c'est pas un monstre. Il y a un petit peu de drame, et donc finalement on est entre tous ces éléments-là. Donc c'était un peu de tout, mais finalement j'ai l'impression quand même qu'on a réussi à faire un film qui est plus une expérience presque sensorielle, d'être dans ce film, dans l'eau. Il pleut dehors, donc on est... toi et moi un peu trempés, donc vous n'avez pas eu l'eau, mais il faut le voir en 4DX pour en plus avoir les projections et le siège qui bouge. Exactement, surtout que crawl signifie à la fois finalement nager et ramper, donc dès le départ dans le titre, on est justement entre deux eaux, si je puis dire. Ouais. Et en anglais, c'est aussi le crawl et la référence au crawl space, qui est la traduction du crawl space en français est magnifique, c'est le vide sanitaire. Le vide sanitaire. Voilà, ça donne envie, on aurait pu appeler ça le vide sanitaire. Et ça aurait été assez rigolo. Mais bon, voilà. Non, on a préféré Crawl finalement, hein, voilà, absolument. Alors évidemment, la parole est à vous. Vous venez de découvrir Crawl et ses héros, et sa créature qui rampe. Eh bien, à vous de poser vos premières questions. Enfin, sinon, je continue. Hein, mais... Ah, le micro là-bas, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, j'ai trouvé ça assez terrifiant. Merci. J'ai une question sur la gestion de l'eau, parce que j'ai rarement vu un film avec autant d'eau. Je veux savoir comment vous aviez préparé le film. Est-ce que vous aviez pu storyboarder, répéter avec les comédiens sur les lieux, ou voilà, est-ce que c'était une découverte sur le moment? Alors, il y a eu une grosse préparation. On a, sur les 8 semaines de préparation, je pense qu'on a passé, je dirais, 5 ou 6 semaines à ne parler que de comment on va construire les bassins. C'était à peu près le focus tous les jours. Il y a tellement de techniques, je pourrais vous faire un exposé, si ça vous intéresse, de toutes les différentes techniques pour construire des bassins, des réservoirs d'eau, hors de l'eau, dans le sol, les différents matériaux, ce qui fuit, ce qui ne fuit pas, ce qui est solide, ce qui n'est pas cher. Bon, bref. Donc l'eau a été le centre de notre problème dès le départ. Et pas simplement la construction, il a fallu construire 7 bassins en tout, 5 pour les décors et 2 pour le stockage de l'eau qui était réutilisé d'un décor à l'autre et filtré en même temps. C'est une quantité de pompes astronomique. L'eau, elle doit être chauffée parce qu'on a une équipe de 30 ou 40 personnes dans l'eau en permanence. Et après 5 ou 6 heures dans l'eau, on a froid. Même si l'eau elle est à 29 degrés. Voilà, donc c'était une organisation très forte. Et pour rajouter un peu de piment à tout ça, on avait la pluie, et on avait le vent. Et donc voilà, c'était très difficile. Après, pour la préparation, en général, moi je storyboard que les scènes qui ont des effets spéciaux ou comment dire, des cascades. Alors sur ce film-là, il y en a beaucoup. On n'a pas eu le temps de tout storyboarder. Mais c'est vrai que moi je fais toujours une shotlist extrêmement détaillée. Et après, il faut s'adapter au décor. Donc, nous, on a construit tous ces décors-là d'une manière à pouvoir justement toujours, avec une technocrane, filmer un petit peu partout. Alors, c'était difficile, mais je ne voulais pas renoncer à une ambition visuelle très forte, de mouvement de caméra et de plan large où on voit les créatures en permanence, où on est avec les personnages. Et donc, c'était... mais bon, je me suis maudit à plusieurs reprises pendant le tournage d'avoir
oublié à quel point c'était difficile parce que Piranha aurait dû me vacciner à vie et j'ai oublié. Le plaisir de faire Piranha était tel et de le montrer était tel que j'ai tout simplement complètement oublié à quel point c'était dur. Je m'en suis rappelé très vite. Question. Oui. Oui, bonsoir, bonsoir Alexandre, merci pour ce film très efficace, très prenant. Merci aussi pour Piranha et puis pour tous les autres. Question par rapport à la production. Je vois on a vu que Sam Raimi était producteur sur ce film, donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il a séduit dans ce projet et concrètement, comment ça s'est traduit en tant que producteur, comment est-ce que c'était de travailler avec lui en fait? Alors, évidemment, une des raisons pour laquelle j'ai fait tous ces films, c'est à cause de Sam Raimi. Sans Evil Dead, et en particulier Evil Dead 2, je pense que cette envie de cinéma-là et de genre n'aurait jamais été aussi forte. Quand je suis arrivé aux États-Unis juste après Haute Tension, en tant que fan, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai eu le choix entre faire un film avec Wes Craven, La Colline des Yeux, ou faire un film avec Sam Raimi, qui deviendra The Messenger. Et il a fallu choisir. C'était un choix impossible, parce que Wes Craven, Sam Raimi, c'était un petit peu le rêve absolu. Et donc j'ai choisi finalement Wes Craven. J'ai dû écrire un petit mot à Sam, en lui disant que j'étais absolument désolé et que j'espérais vraiment qu'un jour on puisse travailler ensemble. Il a fallu attendre 15 ans et puis on s'est finalement retrouvés. On lui a envoyé le script il y a un an, à peu près, un tout petit peu plus d'un an. Et il l'a lu, il a tout de suite réagi, il a adoré. Il avait une envie comme ça, de films de ride, de films de suspense, de films d'alligator aussi, même s'il n'était pas nécessairement fan des films d'alligator. Quand je lui demandais quel était son film d'alligator ou de crocodile préféré, il m'a dit Jurassic Park. Et il a raison, c'est vrai que les alligators sont des dinosaures vivants, et c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de film ultra marquant d'alligator ou de crocodile qui puisse être cité en permanence comme une référence, comme les Dents de la Mer peuvent l'être. Et puis il y avait une envie de travailler ensemble. Après, au jour le jour, c'est fabuleux, c'est un mec absolument génial. Au-delà d'être vraiment quelqu'un de gentil, de bien attentionné, c'est aussi un producteur comme on en rêve, c'était un producteur qui est là pour défendre le point de vue du réalisateur, qui est là pour défendre la vision du réalisateur, qui est là pour la questionner aussi, mais qui n'est pas là pour s'approprier le film. Et ça, c'est vraiment très important, surtout quand on fait un film qui peut avoir l'air très simple comme ça, parce qu'on est vraiment dans un survival qui se passe sur une journée dans un décor, mais finalement, il y a plein de questions qui auraient vraiment fait la différence, auxquelles le studio va des fois se dire, mais est-ce qu'on ne les montre pas trop, et si on faisait pas ça, et si on faisait... Bon bref, ça change le film, et d'avoir un producteur comme lui, qui va nous aider, nous soutenir, c'est toujours essentiel. Question ici. Bonsoir. Bonsoir. Justement, après les piranhas, quelle est la singularité que vous avez trouvée avec ce film, avec les alligators, le traitement Alors, premier degré par rapport que Piranha? Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, Piranha, c'est vraiment une comédie d'horreur ultra gore. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est toujours dans la série B, on est toujours dans le cinéma de peur et de suspense, mais on est vraiment dans une immersion. Ce que je voulais, justement, c'est ce que je disais au départ, c'est que je voulais retrouver un peu ces sensations que j'avais sur Haute Tension et sur La Colline des Yeux, des sensations vraiment de partager une expérience, une immersion avec le public, et que j'avais peut-être un peu perdu avec Horns et Piranha, parce qu'on était dans un registre beaucoup plus comique, beaucoup plus satirique, et donc j'avais envie de revenir à quelque chose de plus intense. Vous parliez tout à l'heure de revenir là, vous venez de dire de revenir à quelque chose de plus intense, mais moi aussi une chose qui m'a frappée, justement, de toute façon, vous jouez avec les codes, vous jouez aussi avec le code du survival, puisque là, c'est la fille qui va sauver le père. Il y a le thème des liens de parenté, les thèmes des secondes chances. Enfin, est-ce que vous, aujourd'hui, à ce point de votre vie, de votre carrière, on n'a pas un peu l'impression que vous avez davantage envie d'aller vers de l'émotion, d'aller vers du lien, d'aller vers des thèmes qui vous sont plus proches aujourd'hui?
Je pars d'un principe en tant que réalisateur, c'est que je ne veux pas comment dire, tomber dans le piège de me demander ce que les gens ont envie de voir. Ça ne m'intéresse pas, parce que je trouve ça très présomptueux, je trouve ça complètement faux, et en général c'est ce qui conduit à des naufrages artistiques terribles. Donc j'ai vraiment toujours la même approche en me disant, j'ai envie de faire un film que j'ai envie de voir, en tant que spectateur, parce qu'avant d'être réalisateur, je suis spectateur, et donc je me concentre là-dessus. Mais là, j'avais un problème presque schizophrénique, c'était qu'il y avait deux spectateurs en moi, le spectateur de 13-15 ans, dont je me souviens très bien, qui avait vraiment envie de voir ce film, qui avait vraiment envie de voir de l'alligator et du démembrement. Et puis de l'autre côté, le spectateur que je suis devenu à 40 ans, où c'est vrai que des personnages un peu plus épais, une relation. Donc ça a été vraiment, le challenge du film, ça a été vraiment de trouver cet équilibre entre la relation fille-père et le survival alligator. D'ailleurs, comment vous avez revisité un petit peu et travaillé sur le scénario de Michael et Sean Rasmussen? Est-ce que quelle est la dimension que vous avez apportée à partir d'un huis clos assez, je crois, rudimentaire? Qu'est-ce que vous avez amené comme autre dimension vous-même? Alors c'est assez bizarre, c'est-à-dire que vraiment je cherchais justement un projet pour pouvoir faire quelque chose de peur, et un jour je reçois ce scénario Crawl, et je le reçois avec cet email d'accompagnement classique, et dans l'email ce petit synopsis court qui dit cette jeune femme qui doit sauver son père pendant un ouragan catégorie 5 en Floride, dans une zone inondée et infectée d'alligators. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce synopsis court tout de suite. C'est-à-dire que vraiment là je savais que je voulais faire ce film-là. Je n'avais pas encore lu le script, mais je savais que c'était exactement ce que je cherchais, exactement ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé le week-end, je n'avais pas le temps de lire le script, et j'ai passé le week-end, mais j'arrêtais pas d'y penser. Je fantasmais comme ça sur ces histoires. J'imaginais justement le côté domestique, le côté home invasion, des alligators dans cette maison, et puis justement le fait que ce soit cette fille qui doit sauver son père et pas les parents qui doivent sauver leurs enfants. Tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Et finalement, j'ai lu le scénario, et le scénario était beaucoup plus conceptuel, sans être beaucoup plus développé. C'est-à-dire que les personnages avaient très peu de relations. Ça se passait uniquement dans ce vide sanitaire, dans ce crawl space, dans ce soubassement ou ce souterrain de la maison. Et voilà, c'était du début à la fin avec l'eau qui montait là, mais il y avait un alligator. Le twist du troisième acte, c'était qu'il y en avait un deuxième. Et tout de suite, j'ai compris que je comprenais pourquoi ils avaient écrit ça comme ça. Ils étaient vraiment dans une vue de on va le faire pour Netflix, pour un petit budget. C'était un film malin. Et j'avais envie, moi, de quelque chose de plus grand, avec un scope un peu plus important. J'avais envie que le huis clos ne soit pas que ce souterrain, mais soit la tempête en elle-même. Et que le film vraiment se construise sur l'eau qui commence à monter dans la cave et qui monte comme ça jusqu'au toit, avec les alligators qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus à l'aise sur leur territoire. Question là-bas. Monsieur Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Dans le film, il y a plein de moments cruels assez jouissifs, mais pourquoi avoir sauvé le chien? Alors, sauver le chien. C'est américain. C'est américain. J'ai commencé ma demande de nationalité. Et je pense que je n'aurais pas eu ma nationalité si j'avais tué le chien. Donc voilà la réponse. Non, c'est pas du tout pour ça. J'ai pas du tout demandé ma demande de nationalité non plus. Et c'est pas pour ça. Non, c'était vraiment un cas... comment dire, on s'est posé la question plein de fois. On a pensé à... évidemment, si quelqu'un est en danger, on jette le chien en apéritif à l'alligator. On a écrit une scène où il se faisait arracher la queue. On a eu plein de moments comme ça. Et finalement, on s'est dit, est-ce que c'est pas plus rigolo ou plus malin de garder cette pression sur ce chien-là pendant le film, se dire qu'il va se passer quelque chose, et finalement, le chien s'en sort.
Voilà, et puis surtout pour le sequel, on peut faire tout le film du point de vue du chien. Et voir tout ce qui s'est passé et comment Sugar a combattu des alligators à la surface pendant qu'ils étaient dans le vide sanitaire. Question ici. Bonsoir. Deux questions sur les alligators. Une question pratique. Quelle est la proportion d'images de synthèse de créatures animatroniques et de créatures réelles, éventuellement, s'il y en a? Et ensuite, au niveau de leur comportement, est-ce que, je ne suis pas du tout zoologiste, mais est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout pris en compte? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que ce soit spectaculaire, donc on s'en moque? Ou est-ce qu'il y a un certain réalisme? Parce qu'il me semble que les animaux sauvages n'attaquent que pour se nourrir. Donc est-ce que c'est le cas des alligators ou est-ce que nous, en France, on ne connaît pas du tout, enfin, on n'a pas ce genre d'animaux? Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude et est-ce qu'ils attaquent effectivement les humains comme ça, sans être provoqués, sans avoir faim? Voilà. Déjà, il y a toujours un crocodile dans la scène, hein. La légende continue, il existe, il a été jeté dans les toilettes, Ouais. et il grandit, les alligators et les crocodiles vivent très très longtemps. On tournait le film à Belgrade en Serbie, ils ont l'alligator le plus vieux au monde en captivité, qui est arrivé dans le début des années 30, adulte, et qui est toujours vivant, qui s'appelle Mouya, à qui j'ai rendu visite, et à qui j'ai demandé conseil très souvent. Non, c'était que des vrais alligators. C'était simple, bah, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On était. Non, j'avais vraiment une envie de ne pas faire un film de monstre avec un alligator géant, avec un alligator radioactif, avec un alligator qui a un sentiment de vengeance. Je voulais pas faire l'alligator qu'on reconnaît, qui a la crête blanche et qui veut absolument attaquer l'héroïne jusqu'au bout. Alligator Nado. Voilà, exactement. J'avais vraiment envie, je trouve ces animaux absolument fascinants. Ça fait 60 millions d'années qu'ils ont très peu changé, qu'ils vivent parmi nous, bien avant nous. Et ils ont une sorte comment dire, pas de perfection, parce que c'est pas un bon terme en termes quand on parle d'évolution, mais d'efficacité dans le fait que ce soit des machines à tuer, des machines à se nourrir. Ils sont très territoriales quand ils attaquent, en effet, quand on s'approche de leur nid, leurs œufs, c'est ça qui fait qu'ils se protègent. Et en même temps, c'est des grands tueurs, mais c'est des gens qui ne mangent pas, c'est des animaux qui ne mangent pas immédiatement. En fait, ils aiment prendre leurs victimes, aller les placer sous des racines, attendre que ça pourrisse parce que ça a plus de goût, et après, justement, les dévorer. Et j'ai trouvé qu'ils étaient fascinants, et tout avec leur gadget, la deuxième paupière comme ça qui se ferme, le fait que tout leur corps soit une sorte de radar sous-marin. Tout ça est, je trouve, très intéressant. Leur puissance, le fait qu'ils aient des dents qui soient, en effet, une mâchoire qui est la plus puissante du règne animal, mais en même temps, pas une mâchoire qui coupe comme les requins. C'est-à-dire qu'un requin, ça fait une belle coupure nette quand ça arrache une main, un pied, une jambe. Là, un alligator, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça mord, ça lâche pas, et après, ça tourne sur soi pour désarticuler. Donc l'idée, c'était vraiment d'être le plus réaliste possible, mais dans leur mouvement, dans leur attitude, mais avec une sélection, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment regardé tout ce qui était, merci Internet, il y a des centaines d'heures, milliers d'heures de footage d'alligators et de crocodiles. Et c'est vrai que la plupart, ils sont un peu là, à se dorer au soleil, un peu paresseux, à pas trop bouger. Et puis après, il y a des morceaux comme ça de bravoure où c'est spectaculaire. Donc évidemment, j'ai choisi des alligators qui m'intéressaient, qui étaient spectaculaires. C'est-à-dire que j'ai choisi, il y en a un qui est en exposition, qui est empaillé au Musée d'Histoire Naturelle de New York, qui est très très beau, qui est un très beau spécimen du Mississippi, qui est une des inspirations pour un des alligators. L'autre qui est basé sur un alligator vivant qui s'appelle Godzilla, qui vit à Miami dans un refuge, et qui est une bête, vous pouvez regarder sur Internet, c'est incroyable, il est fascinant. C'est-à-dire qu'il a une force, il se tient haut sur ses pattes, il attaque, il n'est pas du tout paresseux, il est très actif, il est énorme, il est très 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 puissant. Donc ça a été ma base, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le film, on est allé... alors toutes les blessures, tout ça est basé sur des images réelles, mais c'est l'accumulation de ces choses assez spectaculaires dans la vraie vie, peut-être ensemble, qui donne ce côté un petit peu plus
hyper réel plutôt que juste réel. Et au niveau des effets spéciaux alors? Enfin, Ah oui, et tout est en pardon. CGI. Oui, oui, C'est donc- CGI entièrement. oui, oui, voilà, on ne peut pas, pour reproduire ce type de mouvement et d'attitude, pour les voir dans leur ensemble, les alligators ne sont pas, on ne peut pas les dompter, on ne peut pas les entraîner pour qu'ils puissent faire quelque chose de répétitif. Et donc, c'était le seul moyen. L'animatronics, les marionnettes, c'était pas possible parce que les mouvements sont saccadés, il y a un côté mécanique qui ne fonctionne pas. Donc, le CGI était la seule option. Y compris quand il lui mord le bras, quand elle lui tire dessus au pistolet dans la gueule. Ah, complètement. C'est de la CGI aussi? Ouais. Ok. Il y a en effet 3 plans, 4 plans, qui sont pas du CGI. Justement, avant cette scène-là, quand la tête sort de l'eau, ça s'en est un qui est une tête d'alligator qu'on avait sur le tournage. Il y a 2 plans de queue qui bougent dans l'eau. Et le plan où on recule et on est à travers la mâchoire, on la voit à travers la mâchoire, qui est aussi une mâchoire réelle. Question là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que ça doit être très compliqué, un tournage comme ça aquatique. Comment est-ce qu'il y a eu des entraînements particuliers pour les acteurs ou les équipes ou, Alors, il y a plus une mise en garde, hein. C'est-à-dire que si t'aimes pas l'eau, viens pas. C'est aussi simple que ça. Et voilà, il fallait vraiment... je crois que le scénario était assez clair, en fait, pour tout le monde, que ça allait être dans l'eau, que ça allait être mouillé, mais les gens ne s'imaginaient pas. J'ai travaillé avec un très très bon cadreur français qui s'appelle Berthaud, et c'est vrai qu'il savait que ça allait être difficile, il n'imaginait pas ce que ça allait être d'être dans l'eau, avec de l'eau jusqu'ici, des fois la caméra sur une sorte de travelling sous-marin ou à la grue avec un ventilateur en permanence qui souffle à 100 km/h, y compris sur la caméra. On ne peut pas diriger ou faire un couloir de protection juste pour la caméra. Et la pluie comme ça qui tape en permanence, c'est des choses qui étaient pas imaginables. Quand on est dans la chambre à la fin, juste avant qu'elle sorte, la caméra flotte sur l'eau. Et lui, il n'a plus pied, donc il ne peut pas opérer comme ça. Donc il est porté par un machinot qui est sous l'eau, qui le porte en même temps. Moi, je suis de l'autre côté, je tiens la racine qui va sortir, le rondin de bois qui va sortir de l'eau. Et tout ça avec le vent et le son, et on peut pas... C'est un bordel pas possible. Oui, parce que vous êtes là avec vos comédiens. Ah ouais, en fait, non, mais pas derrière votre... voilà, non, avec, moi, quoi qu'il arrive, je suis... j'aime pas être... J'aime pas être en retrait derrière un écran, j'aime être à la face avec les acteurs. J'ai cette habitude de voir à l'œil et d'acheter à l'œil. C'est-à-dire, si je trouve ça crédible à l'œil, en général, ça marche à l'image. Donc j'ai toujours un petit écran pour regarder le cadre de la caméra en même temps. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir l'image en réel. Question là-bas. Oui, excusez-moi, j'avais encore 2 questions. Mais allez-y. 2 questions. Une par rapport à l'état d'Hollywood aujourd'hui. Bon, vous avez fait vos versions de Piranha et de La Colline à des yeux. Aujourd'hui, on est à l'heure des reboots, des remakes, des sequels, des prequels de franchises 20 ans, 30 ans après. Quel est votre rapport encore, vous, avec les studios américains pour pouvoir proposer des films de genre à votre image? Et deuxième question, on a entendu parler justement d'un film d'aventure français avec vous à la tête et Jean Dujardin en tête d'affiche. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce qu'il en est de ce projet? Merci. Alors pour commencer par Hollywood et les remakes, on appelle plus remake, on appelle ça en effet les reboots. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur la notion de reboot par rapport à remake. Hein. C'est vraiment le sentiment qu'on n'est pas là pour refaire, mais qu'on est là pour réinventer. Et recréer avec quelque chose qui a un potentiel de franchise. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire ce type de film, c'est vrai que Maniac et La Colline à des yeux sont des vrais remakes. Piranha n'en est pas un, Mirror n'en est pas un, même si c'est le titre. Mais c'est vrai qu'il y a j'ai eu cette étiquette du remaker très, très forte et je me suis tenu un petit peu à l'écart. Alors c'est tentant, c'est vrai que quand on vous propose Le Loup-garou de Londres, quand on vous propose des classiques comme ça avec lesquels vous avez grandi, ou La dernière maison sur la gauche, ou Scanner, ou d'autres, ça donne envie évidemment. Après, je
je pense qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter au remake. En quoi le nouveau film va être un film qui, comment dire, qui a un intérêt à côté de l'original, et pas simplement là pour remplacer l'original. Et quand il y a trop de similarités, quand c'est trop proche, bah, finalement, ça a peu de raisons d'exister. Le remake de Cimetière, par exemple, est très, voilà, très, pas assez comme ça détaché de l'original, même si ça fait peur, même si c'est intéressant, même si visuellement il y a quelque chose de fort. Voilà, il faut trouver comme ça une raison pour ces remakes d'exister. Après, c'est toujours difficile d'amener des projets originaux, mais en même temps, les studios adorent les films originaux quand ça marche. Hein. Donc c'est toujours une sorte de paradoxe comment dire, bon, ça fait partie du jeu. C'est toujours plus facile d'arriver avec une marque, comme ils disent, qui soit connue et déjà établie. Et des fois, c'est bien d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Le remake d'Evil Dead était assez génial quand même. Donc il y a vraiment... des fois, c'est des réussites absolues, et puis des fois, bah, c'est irregardable. Flatliner, mais c'est tellement aberrant. Mais bon, voilà, c'est un choix aussi, et puis je pense que c'est aussi un talent. Alors pour le film d'aventure avec Dujardin, c'est en effet un vrai projet qui existe vraiment, et qui est vraiment un très très beau script, un très bon script. J'ai toujours eu envie de travailler avec Jean, donc c'est maintenant une histoire de timing. Question ici. Bonjour. D'abord, je me suis régalé, je tenais à vous le dire, avec le film. Il est super efficace. J'ai passé mon temps à sauter sur le fauteuil. Donc c'est que pour moi, en tout cas, il était très réussi. Question sur le casting. Comment vous avez porté votre choix sur ce duo d'acteurs? Alors, en fait, c'est surtout elle en premier, qui a été la pièce la plus importante et la plus difficile à trouver. On a rencontré beaucoup de monde, on a vu beaucoup de gens, plus ou moins connus. Je cherchais quelqu'un qui pourrait porter le film sur ses épaules, quelqu'un qui pourrait prendre le spectateur par la main, lui faire traverser un peu ce miroir pour vivre l'histoire. Tout passe par le regard, tout passe par une attitude, par une manière de bouger. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez Kaya, depuis Skin jusqu'à Maze Runner. C'est ce regard, ce côté un petit peu guerrier qu'elle a dans les yeux, ce côté extrêmement... c'est un regard qui poignarde. Il y a quelque chose de fort que j'avais envie de voir à l'écran, justement, pour rivaliser, tu vois, avec les alligators, qui va être l'Apex Predator à la fin. Ouais. Et puis Barry Pepper aussi. Alors Barry c'est un énorme acteur en général de ce qu'on appelle les caractères acteurs, de second rôle, mais à l'américaine, c'est-à-dire vraiment qui existent, qui sont là. Et voilà, et en fait, c'est venu en fait assez bizarrement parce qu'on cherchait, il y avait beaucoup de gens à qui on regardait. Ces gens étaient tous pris et finalement on continuait à chercher. Et Kaya a suggéré Barry parce qu'elle avait travaillé avec eux justement sur Maze Runner, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est vrai que moi j'étais dans ma tête sur quelqu'un de légèrement plus âgé, et j'ai trouvé ça intéressant justement que ce soit un jeune père, que ce soit d'avoir un rapport un peu plus proche entre les deux, et donc c'est devenu après une évidence. Il a lu le scénario, c'est très intéressant parce que les acteurs viennent toujours avec évidemment une lecture du script, mais aussi une attitude par rapport au... Et Barry est quelqu'un qui a une fille du même âge, quelqu'un qui a une relation très difficile avec son père, qui à la fois qui comprenait et en même temps qui, pendant tout le film, se dit mais je dois la sauver, c'est à moi de la sauver. Qui avait un problème justement de dynamique qui était très simple pour le personnage, qui était vraiment intéressant de voir justement les acteurs, Kaya et Barry, se confondre pendant le tournage avec Dave et Ali. Non, moi je voulais vous poser une question au fur et à mesure, parce que d'abord, quand on sait qu'on va vivre vous voyez tout à l'heure des conditions difficiles de tournage, l'eau, le vent, etc., pour eux, bien sûr, ils lisent un scénario, bien sûr, ils voient qu'il y a des scènes difficiles, mais entre voir et vivre, est-ce qu'à certains moments, vous n'étiez pas un peu comme ce coach? Vous deviez avoir un mantra,
vous êtes des super prédateurs. Est-ce que vous les avez vus même évoluer sous votre direction et devenir autres presque de... C'est deux acteurs qui ont vraiment en permanence, avoir des cailloux pointus dans sa chaussure pour vraiment être sûr de boiter de la bonne manière. Donc c'est vraiment une approche avec un commitment, avec vraiment un engagement de sa part qui était extrêmement fort. Et de l'autre côté, Kaya, elle a compris qu'elle perdait sa concentration si entre chaque prise elle remontait, se sécher, se changer, revenir dans l'eau, que c'était très difficile. Et finalement, elle a très vite compris que c'était mieux de rester avec nous dans la soupe de ce tournage et de continuer à se battre. Et elle a trouvé naturellement, parce que c'est ça qui est bien aussi avec ce type de tournage, c'est que c'est très dur, mais ça met les acteurs dans des conditions presque réelles de tempête. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'eau, il y a vraiment du vent, il y a vraiment de la pluie. Alors il n'y a pas d'alligator, mais le reste est réel et je pense que ça les aide dans leur prestation énormément. Question là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez intégré des hommages ou des clins d'œil à votre film. Sûrement. Alors, les hommages auxquels je peux penser, il y a... je suis pas du tout religieux, mais il y a toujours, pour des raisons de clearance légale, on doit toujours inventer des numéros bidons sur les plaques d'immatriculation des voitures dans les films, plutôt que d'inventer des numéros. J'aime bien parce que c'est l'Amérique et que ça va parler à des gens là-bas qui vont tout de suite voir mettre des citations de la Bible qui définissent les personnages. C'est un truc que j'ai commencé à faire sur Horns. Le sujet s'y prêtait beaucoup. Et là, j'ai continué parce que c'était la Floride et que c'était une Amérique qui était assez religieuse. Donc la plaque d'immatriculation du père, de Dave, est un verset qui parle de la maison qui résiste à la tempête, justement, parce qu'elle est construite sur des bases solides. Et sa plaque d'immatriculation, elle, parle d'être prêt pour combattre le Léviathan. Je ne l'ai jamais dit jusqu'à maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est toujours... Même quand on regarde, c'est vrai, même... Moi, j'ai pas pu m'empêcher, on découvre les œufs. Mais bien sûr. Voilà. Ah oui, après, il y a évidemment les hommages. Quand même. Alien, évidemment. Voilà, tout de suite. Cujo était pour moi un des films références sur ce film-là. Il y a plein d'autres... comment dire, d'autres... Mais vraiment Alien, c'est vrai que le côté... on était dans cette cave avec tous ces tuyaux et on était vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la science-fiction, mais il y avait cette atmosphère un petit peu poisseuse qu'on retrouve dans Alien et qui est un film justement qui a toujours été pour moi au centre de ma cinéphilie, de mon inspiration sur la manière dont c'est construit, la manière dont le suspense ne fait que progresser pendant le film. Et justement, il y a un survival, c'est vraiment un survival dans l'espace. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans cet univers un peu clos qui est dans la tempête. Alors moi, j'ai une question aussi par rapport à la fin du film. Le chien est sauvé, certes, et pour une fois, tous ne meurent pas. Et je trouve que le fait que quand on termine sur la chanson de Bill Haley and the Comets, See You Later Alligator, etc., vous avez dit lors de ce film que c'était pour vous aussi une forme de renouveau, de survival. Moi, je trouve que ce film, considérant vos films précédents, est presque un film optimiste. Bah, c'est un survival, donc, mais oui, mais... donc on survit. Très, mais non, c'est vrai qu'on s'est posé la question sur... on a même tourné deux fins. Alors, après, c'est difficile d'en parler parce que nous avons tourné deux fins qui sont vraiment très proches. Une où le père meurt satisfait de voir sa fille sauve et revenue au meilleur pas de sa forme, mais en tout cas de son esprit comme ça de compétition. Et une autre où il la regarde comme ça et elle brandit cette torche olympique où elle est prête pour repartir dans sa vie. Elle est plus bloquée là où elle était. Alors oui,
si optimiste parce que, comment dire, parce que justement, ils ont tellement eu de galères, les pauvres. Ils se sont tellement pris dans la gueule pendant tout le film que c'est difficile, d'après ça, de leur dire, bah non, et puis vous n'allez pas vous en sortir. Ouais, c'est vrai, ça aurait été moche finalement comme Non, ça. ça aurait été un peu dur. D'accord, on est d'accord. Et puis là, dans quelques jours, c'est le départ en Amérique. C'est une sortie pour l'Amérique, une sortie en plein juillet. C'est une sortie formidable. De base. J'espère pour en France aussi. Mais oui, parce que c'est une époque où justement on Non, mais c'est un film, c'était pas prévu. Moi, c'est vraiment. C'était rêvé, mais pas prévu. C'est-à-dire, dès le départ, on savait qu'on faisait un film d'été, un summer movie, parce que c'était dans cette ambiance, dans ce côté un peu fun, de suspense, de ride, tour de montagne russe. Et en même temps, on n'était pas sûr de pouvoir finir. C'était un film qui était difficile en termes de. Il y a plus de 500 plans en images de synthèse. Donc il fallait se dépêcher, on a réussi. Et Paramount y a cru pour le sortir en deuxième semaine de juillet. On est exactement entre Spider-Man et Le Roi Lion. Voilà, on va voir qui. Bon, après, il n'y a pas vraiment de mystère hein, sur qui domine le règne animal. Mais entre le lion, l'alligator. Et l'araignée. Et l'araignée, quand même. Moi, je dis combat de titans à prévoir au box-office. On va voir. En tout cas, merci beaucoup. Alexandre, s'il y a d'autres questions, mais merci. Ah, je vois que monsieur, pardon. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, déjà, merci pour ce film que j'ai trouvé très très bon. Alors, c'est marrant parce que hier soir, pour me mettre dans l'ambiance, je me suis revu Rogue, qui était sorti sous titre solitaire, et j'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes au niveau de la structure du film. Donc, je voulais savoir si c'était codé par rapport à ça, ou c'était un pur hasard, comme par exemple le chien, parce que mon voisin me parlait du chien, et c'est vrai que dans Rogue, il y a un chien. C'est le même chien qui guide l'un des survivants chez la maîtresse dans le repère du crocodile, où il y a son garde-manger, similaire là aussi on a le garde-manger. Dans Rogue, le chien se fait manger, non? Non. Il disparaît pas quand ils sont sur l'île? Il disparaît, je ne me rappelle plus. Je l'ai vu avec un œil discret. Il a regardé plus que moi. Non, mais... Nous avons la parole d'un expert. Non, mais la présence du chien, elle était dans le scénario comme une... En fait, c'est vraiment... Comment dire? Il y avait l'idée de créer un personnage qui était un personnage très triste, un personnage qui était un peu au bout du rouleau, qui n'avait plus vraiment envie de continuer, un personnage dont les deux filles, il y en a une qui ne lui parle plus, l'autre qui vit à Boston, la mère qui est partie, et finalement la seule qui est restée avec lui c'est Sugar. Et quand on arrive dans ce condo un peu sordide, et que le chien est là, on sait qu'il ne serait jamais parti sans elle. Donc il y a quelque chose qui alerte, qui est le vrai élément, c'est vraiment le chien qui permet de nous dire c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, c'est vrai que, justement dans l'équilibre entre le drame et le survival alligator, il y a une scène qu'on découvrira sur le DVD, c'est une scène assez importante, pas avec le chien, mais une scène intime entre les deux, où ils se parlent, et on comprend qu'il n'était pas là vraiment pour essayer de protéger la maison, mais vraiment pour se laisser mourir dans la tempête si ça devait arriver. Et je trouve que ce côté, ce chien, ce meilleur ami, quand tout le monde est parti, était un élément essentiel pour le définir. En fait. C'est vraiment, après, voilà, la présence d'un chien, ça reste assez classique. Mais pas n'importe quel chien. Ah ouais, non, elle est formidable. Voilà, c'est tout formidable. Elle était exceptionnelle. Elle était exceptionnelle, elle était magique. C'est normalement extrêmement difficile de tourner avec des chiens. Là, c'était magique. Elle a été fabuleuse. Finalement, en rétrospective, le moment peut-être le plus magique du tournage, ce qu'on ne voit pas à l'écran, mais ce qui vous a le plus peut-être touché, ému, frappé. Je pense que c'est la découverte du décor. Parce qu'on se dit, allez, on va être fou, on va écrire ce truc qui se passe dans tout ce quartier, on va construire
une intersection complète avec une quinzaine de maisons, une station-service, une vraie maison, des collines, tout ça en intérieur, en studio. On construit un bassin qui fait 60 mètres sur 80 mètres. Avant de commencer pour donner une idée, avant de commencer la construction, le week-end d'avant, il y avait une rêve dans cet entrepôt et il y avait, je pense, presque 10 000 personnes. Donc pour donner une idée de la taille de ce décor, et de se dire comme ça, quand on voit ces 10 000 personnes, bah, tout ça, ça va être remplacé par un énorme bassin des maisons. Et donc on voit ça se construire, et puis on n'y croit pas vraiment. Et puis à un moment donné, eh ben, on débarque, et les maisons sont là, tout est en bleu, toutes ces lumières, toute cette verdure, l'eau qui monte, et là on se dit, ah, c'est quand même incroyable ce métier. C'est quand même complètement fou de pouvoir recréer des choses comme ça, tellement énormes, et c'est magique. En tout cas, vous avez l'air très heureux ce soir, et ça nous fait plaisir. Merci Alexandre Aja, merci. Venu nous connaître.